Si demain nous devions avoir un roi en France, eh bien c'est lui qui monterait sur le trône. Fils du comte de Paris, héritier des 40 rois qui ont fait la France, il est prince d'Orléans et duc de Vendôme. Il se définit comme prince chrétien et prince français et dit très précisément « je pense en prince chrétien et j'agis en prince français ». Il a fait de la mise en valeur du patrimoine français et de sa diffusion son nouveau cheval de bataille. C'est également un jeune marié que nous recevons aujourd'hui avec plaisir dans VIP. Prince Jean, bonjour. Bonjour. Félicitations. Merci beaucoup. Pour ce mariage dont on a beaucoup entendu parler en France, qui s'est bien passé, je crois. Oui, ça s'est bien passé. Ça a été très familial, très solennel aussi. Émouvant peut-être? Ah oui, très émouvant. Puis on attendait tous les deux ça depuis un certain temps. Donc voilà, non, ça a été une belle journée. La journée du 2 mai a vraiment été une belle journée pour nous, nos familles, nos amis. Nous avons vraiment... Oui, on peut peut-être dire 2 mots sur votre épouse quand même? Oui. Pour dire qui elle est, d'où elle vient? Alors Filomena, son père est espagnol. Son grand-père a travaillé pour le comte de Barcelone pendant un certain nombre d'années lorsque les familles royales se trouvaient quasiment toutes en exil au Portugal. Ses parents, du côté de sa mère, sont autrichiens, avec ce côté viennois, vous savez, de ces vieilles familles qui reçoivent un peu tout le monde chez eux, et notamment les milieux artistiques et intellectuels. Donc d'un côté, l'aspect politique du côté de son père, et puis le côté artistique et intellectuel du côté de sa mère. Et elle-même, ayant travaillé, enfin d'abord fait ses études en France, ensuite travaillé en France. Voilà. Donc, mais une roturière quand même, comme beaucoup d'ailleurs dans les familles royales aujourd'hui, on peut plus non, sa famille est de bons cachets, à la fois en Espagne mais c'est pas une princesse. Voilà, ça n'est pas une princesse. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a plus beaucoup. Plus beaucoup. Ça laisse plus beaucoup le choix, effectivement. En tout cas, elle est superbe. Alors on a vu des photos dans la presse de ce très beau couple de mariés. Et en même temps, je crois que pour les Français, ça a peut-être été l'occasion de vous découvrir finalement, parce qu'on ne vous connaît pas tant que ça, vous n'êtes pas people, entre guillemets. Est-ce que ça vous a mis une certaine pression, vous qui êtes plutôt discret, a priori, comme ça, de nature, d'être soudain sous les feux des projecteurs? Non, je ne pense pas qu'il y ait eu à ce moment-là une pression. C'est vrai que pour faire le bien, comme le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien, voilà. Pour avancer, il faut être un peu à l'ombre, mais c'est vrai qu'il y a eu dans ma vie passée, et je pense qu'il y en aura encore dans ma vie à venir, un certain nombre de moments où finalement je suis sous les feux des projecteurs. Ça a été le cas quand mon grand-père m'a donné le titre de duc de Vendôme en 87. C'est un titre important? Pour moi, c'est un titre important, parce qu'il a été porté à 2 moments importants de notre histoire par Henri IV, à un moment où la France était en guerre et où ce roi a réussi à concilier les 2 parties opposées. Et puis par Louis XVIII, lors de la Restauration, à un moment donné aussi, où on a essayé de faire une synthèse entre la tradition issue de la monarchie et puis celle de la Révolution. Donc je pense qu'il y a, vous voyez, pour moi, c'est un titre très actuel, très actuel. Alors, ce mariage, pour continuer, a eu lieu à Senlis. C'était important. Senlis, c'est Hugues Capet, c'est toute l'histoire de la famille. Qu'est-ce que ça représente d'autre encore, à part la magnifique cathédrale de Senlis, évidemment, et cette très belle ville aussi? Alors, j'avais utilisé une expression, c'est à la fois l'alpha et l'oméga de la famille, puisque c'est là qu'a été élu Hugues Capet. Et puis l'Oméga, parce que Chantilly, à côté, c'est là où le duc d'Aumale a vécu, c'est là qu'il a aussi légué ce superbe patrimoine que constituent les collections de tableaux, les collections de livres qu'il a assemblés pendant toute sa vie. Donc c'était, voilà, on baignait dans les lieux familiaux, à la fois éloignés et proches. Et puis je dirais l'esprit capétien qui est cette façon de se mettre en perspective, de mettre la famille au centre de l'espace politique, de cette tradition qu'on transmet de son vivant et pas simplement au moment où on meurt.
Et puis, vous évoquiez tout à l'heure mon engagement au service du patrimoine. Alors justement, dans la droite lignée du duc d'Aumale. Alors pour ceux que le duc d'Aumale intéresse, sachez que le ministre du Budget, Éric Woerth, a écrit il y a quelques années, alors qu'on ne le connaissait pas, une biographie du duc d'Aumale assez intéressante, ma foi, où on découvre un personnage injustement oublié, qui s'est toujours mis au service de la France, même quand la France lui a tourné le dos, et qui a notamment amassé une collection de patrimoine et d'art assez importante. Et vous mettez-vous un peu dans ces traces, c'est un modèle. C'est ça. À la différence que moi, j'ai la chance de vivre en France, lui a été quand même touché par l'exil assez longtemps. Il avait beaucoup vécu en Angleterre. Voilà, beaucoup vécu en Angleterre. Il y a eu toutes les périodes, avant l'exil, bien sûr, toutes les périodes des campagnes, fameuses campagnes d'Algérie avec la prise de l'Asmala d'Abdelkader. Qui ont son haut fait d'armes, il avait quoi, 23 ans à l'époque. Absolument, absolument. Et puis ensuite, l'exil, et c'est là où il a assemblé ses collections. Ensuite, quand il est revenu à Chantilly, il les a intégrés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le legs qu'il a réalisé, aujourd'hui, aucune de ses œuvres ne peut être déplacée sans remettre en cause le legs. Donc on a à Chantilly, finalement, ce qu'on avait du temps du duc d'Aumale, ce qui est à la fois un bien, parce qu'on voit les choses telles qu'elles étaient. Et la difficulté, c'est que on est aujourd'hui, on a besoin quelquefois de remettre les choses d'une certaine façon pour que ça ait un peu plus de sens, de faire des travaux. C'est toujours très difficile quand les choses sont très, sont très strictes et qu'on ne peut pas changer tel tableau de place. C'est un peu, voilà. À mon avis, il faudrait rester sur cette tradition-là, mais peut-être changer un peu un certain nombre de choses. C'est finalement tout le principe de cette position assez unique de dauphin que vous occupez. À la fois, vous êtes dans le monde, vous avez eu toute une première partie de carrière vous avez fait des études déjà poussées, puis dans des cabinets d'audit, de conseil. Et puis là, vous êtes peut-être plus dans vos habits finalement de prétendant, je sais que vous n'aimez pas le mot, mais bon, prétendant au trône, où voilà, je m'occupais du patrimoine français, je viens de me marier, je veux aussi fonder une famille. C'est toujours un petit peu entre deux vies, entre deux histoires. Oui, je crois que quand on est prince, il faut savoir monter à cheval, parce qu'on est toujours à cheval entre deux. Ça fait monter à cheval? J'ai monté à cheval. Je ne suis pas un très très bon cavalier, mais au moins j'ai les bases. Mais c'est vrai que c'est une... Vous évoquiez un peu être à mi-chemin. En fait, il faut être à la fois ancré dans la tradition et puis très moderne. C'est complètement ancré dans la tradition et complètement moderne. Et les Orléans ont toujours eu cet aspect-là des choses, qui leur est à la fois reproché d'une certaine façon, et puis ce qui leur attire l'affection des personnes qui essayent d'avoir un projet politique, artistique. Les Orléans, je dois continuer par contrairement aux Bourbons, c'est ça? Parce que finalement, vous êtes deux prétendants. Vous êtes deux prétendants. Il y a Louis XX aussi, enfin celui qu'on appelle Louis XX. Oui, mais bon, il n'est pas souvent en France. Je pense que quand on s'intéresse à quelque chose, il faut s'impliquer. Et pour ça, il faut être sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu de ce que mon grand-père faisait, des discussions qu'on a pu avoir l'un avec l'autre. Il avait une expression, il disait, plus on voulait me vendre les choses par cœur, plus j'avais envie d'aller sur le terrain pour voir et sentir les choses par moi-même. De me faire une opinion. Votre grand-père, c'était une sacrée personnalité? Ah oui, oui, c'était une forte... D'abord, comme vous dites, une sacrée personnalité, puis un caractère fort. D'abord parce qu'il s'est fait quasiment lui-même. Ensuite parce qu'il a vécu à une période de transition, l'avant-guerre, la guerre, l'après-guerre. De Gaulle. Voilà, le général de Gaulle. Qu'il a fallu qu'il se batte politiquement, ça n'a pas été facile, on n'a pas facilité la tâche. Et puis surtout, il revenait la famille revenait de 75 ans d'exil. L'exil et la loi d'exil ayant été abolie en 1950. C'est quelqu'un qui était quand même très admiré, qui est même craint, qui a priori, comme ça, de loin, n'avait pas un caractère forcément très maniable, très facile. Qu'est-ce qui vous a enseigné, cet homme-là? Qu'est-ce que son histoire, qu'est-ce que sa vie, la vie du défunt comte de Paris vous a appris? Je pense qu'il y a deux ou trois choses. La première, une grande liberté. Une grande liberté vis-à-vis de la réalité, vis-à-vis des entourages, même vis-à-vis de la famille. Mais comment on peut être libre avec un passé tel que le vôtre, avec une histoire qui se mêle à l'histoire de France? Je pense qu'on peut être libre quand on crée sa propre voie. Comme un alpiniste... qui doit escalader une montagne et qui aime trouver son propre chemin, essayer quelque chose de neuf. C'est pas
C'est pas facile, les voies sont déjà tracées, mais et c'est l'avantage d'une famille comme la nôtre. Chacun pose une pierre, et puis la génération d'après apporte une pierre supplémentaire à l'édifice. Donc ça a été un peu cet aspect de liberté, d'une part, cet aspect aussi essayer de prendre du recul par rapport aux événements pour avoir une pensée droite sur un certain nombre de choses. Et puis après, voir un peu de près comment ça se passe, mettre les mains dans le cambouis et puis en tirer un bénéfice de savoir comment sont les choses. Alors, avant de vous occuper de ce que vous faites aujourd'hui, vous faites des conférences, beaucoup à travers la France, mais pas uniquement, vous sortez de nos frontières, notamment sur le patrimoine français, sa mise en valeur. C'est quoi le but? C'est de créer du mécénat, c'est ça pour... Je pense qu'il y a un aspect intellectuel. Moi, j'estime que l'histoire et l'art sont des éléments qui sont nécessaires je dirais à nos contemporains, mais bon, il y en a beaucoup qui ont ces connaissances-là, mais je pense que c'est très important pour avancer intellectuellement, que ce soit professionnellement, mais aussi politiquement. Ce sont deux éléments qui permettent de tirer des enseignements. L'histoire notamment. L'art, le beau, et cette capacité qu'a le beau peut-être aussi d'apaiser un peu le côté violent qu'il peut y avoir en nous. J'aimerais bien, si les choses continuent dans cette direction-là, pouvoir emmener des groupes d'enfants peut-être à caractère difficile ou qui ont vécu des expériences difficiles et leur montrer des belles choses pour qu'ils puissent se dire intérieurement, mais finalement, le monde n'est pas aussi laid qu'on peut le penser. Et il y a des choses qui, intérieurement, nous permettent de nous réconcilier avec la vie, avec les autres. Donc je pense que l'art a cet aspect-là des choses. Et pourquoi vous n'y êtes pas finalement allé directement dans cette voie-là? Vous êtes passé par des grands cabinets d'audit et de conseil, vous avez eu toute une vie aussi en banque, c'est ça? Oui, pendant 10 ans, oui. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde-là, qui est plutôt le monde, on va dire, des affaires et aujourd'hui, voilà, vous êtes plus dans la voie qu'on imagine pour un prince. Le métier de prince, ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Donc il faut... je pense qu'il y a plusieurs choses. Un, ça permet d'avoir une indépendance financière. Deux, ça permet de voir le monde tel qu'il est, parce qu'aujourd'hui, l'aspect économique et l'activité économique fait partie de notre environnement le plus immédiat. Et puis ensuite, ça permet d'avoir son indépendance et puis de construire vraiment la vie qu'on souhaite. J'imagine que vous regardez la crise qui nous est tombée dessus d'un œil assez particulier. Enfin, quelle est votre analyse très rapidement sur cette crise, aussi bien en tant que comme d'affaires que prince aussi? Je pense que la crise doit beaucoup au politiquement correct. Quand on regarde simplement l'aspect purement financier, toutes ces agences de notation de bonne conduite des entreprises, en fait, elles ont tous les mêmes critères. Et lorsque on rentre dans des cadres bien précis, la réalité, en fait, vous fait vite voir la réalité, justement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour en sortir de cette crise? Si on vous confiait les rênes, aujourd'hui, vous feriez quoi? Il faudrait reprendre un certain nombre de choses un peu basiques, par exemple en montrant que l'aspect virtuel et notamment tout ce qui est bourse, est quelquefois un peu détaché de l'activité proprement dite économique et de retrouver peut-être un équilibre et une réalité boursière plus proche de la réalité des entreprises. Parce qu'il y a des tas de techniques qui vous permettent d'avoir une santé financière qui ne correspond pas forcément à la santé de l'entreprise elle-même. Ça, c'est un. Ensuite, il y a des règles de conduite personnelles. Justement, peut-être introduire la notion de service, et pas simplement la notion de profit. D'honneur aussi, peut-être? C'est toute chose que vous avez reçue, en tout cas vous, dans votre éducation? Ce que j'ai essayé d'apprendre de ce qu'on m'a enseigné. Mais je pense qu'il y a une vraie question morale. Pas simplement, il y a une question technique financière, mais il y a aussi une question de conduite. D'attitude, oui. Et quand on ne pense qu'à soi, on ne peut pas mettre en place des principes de vie en société, puisqu'on est replié sur soi. Et j'ai l'impression que cette crise est un peu le fruit de ce repli
de ce repli sur soi avec simplement la recherche du profit. Vous avez des cousins un peu partout, des cousins, cousines un peu partout en Europe, de la famille. Quand on va sur votre site internet, le site de Jean de France, Jean G-E-N-S, de France, oui. petite subtilité, on peut notamment voir vos billets d'humeur. Il y en a un qui concerne l'Europe, puisque forcément l'Europe, de par votre histoire, mais pas uniquement, pour l'avenir, vous intéresse aussi. Oui, vous évoquiez la famille européenne. C'est vrai que mes oncles et tantes ont épousé des princes et des princesses de quasiment tous les pays, soit la génération de mes parents, soit la génération de mes grands-parents. Donc il y a des points de chute assez naturels dans l'ensemble des pays d'Europe. Et voir dans d'autres pays, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Afrique pas encore, le Moyen-Orient et l'Asie pas encore, mais cette ouverture-là permet tout de suite, sur les questions politiques ou autres, d'avoir des avis, voilà, et dans les discussions, de se faire une idée de ce qu'est l'Europe. Mais quelle est votre conception de l'Europe à vous? Moi, je suis très proche d'une Europe des pays, parce que les pays ont des entités, surtout l'Europe, les pays ont des entités culturelles qui sont vraiment distinctes les unes des autres. Et je suis plus favorable à une collaboration plutôt qu'à une structure qui essaie de niveler par le haut. Vous savez, on met une structure avec des cases et puis on essaie de faire entrer tout le monde dedans. Et on est des pays et des peuples trop anciens, de culture forte pour rentrer dans ces cases sans se laisser faire. Et je pense que sur un certain nombre de difficultés, notamment quand il y a des grosses difficultés politiques ou économiques, bien sûr, le repli des pays sur eux-mêmes est quasiment naturel, parce qu'on cherche à satisfaire la population qui vous a amené au pouvoir, ce qui est quand même naturel. Comme un père de famille s'occupe de ses enfants avant de s'occuper de sa femme et de ses enfants avant de s'occuper de tout le reste. Donc vous n'êtes pas pour l'Europe qui est en train de se construire finalement, pas celle que prône le gouvernement actuel? Non, je ne suis pas pour ce type d'Europe parce qu'elle est vraiment... elle est technique plus qu'humaine, elle est économique et mercantile plus que politique. Donc ce sont des éléments, mais ça ne devrait pas être les principes fondateurs. Mais un poste, par exemple, à une ambition politique, comme par exemple de député européen, c'est quelque chose qui aurait pu vous intéresser? Ah, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Qui peut vous intéresser? C'est quelque chose qui peut m'intéresser parce que dans le cas où c'est très précis par rapport à ce qu'on attend, et puis peut-être aussi par rapport au rôle que je peux avoir, je ne peux pas être un politique partisan. Il faut que je prenne un peu de recul par rapport à un certain nombre d'événements et de choses pour pouvoir vraiment travailler sur le long terme. La place de l'homme dans la société, par exemple, à quoi sert l'enrichissement économique? Et c'est simplement de faire en sorte que... C'est vos études de philo qui ressortent là. Voilà, on se mette de l'argent dans les poches, ou si ça va un peu plus loin que ça, et on se dit, ben, finalement, la chose importante, c'est le bonheur des hommes dont on a la responsabilité. Donc, vous voyez, il y a peut-être un positionnement qui peut se trouver, mais avec une mission bien claire et bien précise. Mais une ambition politique pourrait se dessiner, en tout cas. Oui. Oui. C'est prévu. Je ne sais pas si c'est prévu, hein, on va prendre les choses comme elles viennent, mais c'est envisageable. Vous aviez fait une thèse à la Sorbonne, c'est ça, avec un thème bien précis, bien particulier, qui finalement reflète bien cette position unique que vous avez en France. J'aimerais bien que ce soit vous qui disiez ce thème. Le thème, alors que je m'en souvienne, c'était l'actualité du bien commun chez Aristote. Voilà, c'était le bien commun. Le bien commun. Oui, parce que le bien commun, d'abord, il y a deux parties. Donc il y a le bien et commun, c'est-à-dire que ce n'est pas son bien propre, c'est un bien qui est plus fort que le bien propre. C'est le bien de la société. Ce n'est pas simplement l'intérêt général, ce n'est pas une accumulation. C'est pas une accumulation de biens particuliers, il y a un bien plus grand, hein, comme le bien de la famille par rapport au bien des individus qui la composent. Donc c'est la transposition de ça au niveau politique. Au niveau politique, parce que la société est dans la relation. La société n'est pas dans le repli sur soi, la société est dans la relation.
Et justement, le centre de ma thèse était l'opposition de deux idées, celle qu'on avait chez les anciens où l'homme est un animal politique, c'est-à-dire qu'il y a une proportion naturelle à vivre avec les autres, et puis la thèse plutôt moderne où l'homme est né libre et c'est la société qui le corrompt, et donc pour vivre en société, il est obligé de passer un contrat un peu forcé. Et moi, je suis plutôt de la tendance de dire que l'homme est un animal politique. Parce que dans nos sociétés occidentales, en fait, nos sociétés occidentales sont très imprégnées du christianisme. Et donc de cette religion qui est quasiment la seule religion où il y a 3 personnes, c'est-à-dire qui est dans la relation. Alors, puisque vous parlez de christianisme, allons-y, parlons-en. Vous vous dites prince français, prince chrétien, l'un n'étant pas antinomique de l'autre. Incompatible, oui. Pas du tout, rien d'incompatible. Comment vous concevez les choses? Comment vous vous imaginez si un jour, on ne sait jamais, on revient à une monarchie? Quand vous accéderez au trône, ça ressemblera à quoi? Projetons-nous. Me dites pas que vous n'êtes jamais projeté. Si, je me suis projeté. Si, je me suis projeté, mais la réalité est tellement changeante qu'on peut évaluer, théoriquement se dire, voilà comment sera la situation, et puis on s'aperçoit que quand on arrive et qu'on a les choses en main, les choses sont plus du tout comme on pensait les avoir. Mais parce que votre père y pense, c'est lui aujourd'hui qui pourrait accéder, demain ce serait vous. Je pense, comme vous dites, il y a vraiment 2 choses. Un prince, la terminologie même se doit d'avoir des principes. C'est l'essence même de son rôle et de son travail. Et ces principes-là, finalement, modèlent un peu son action et sa volonté de faire le bien, d'être attaché au vrai et de faire en sorte que peut-être d'un point de vue esthétique, le beau fasse partie de l'environnement social. Donc ces principes-là, c'est un certain nombre de principes communs qu'il essaye d'appliquer dans son action. Et la réalité française, contrairement à la réalité allemande, l'amène finalement à orienter sa politique de certaines façons. Par exemple, les Français sont des gens qui sont très ouverts, donc dans cet aspect, très généreux dans cet aspect d'action qu'il peut mener. C'est un élément qu'il peut faire entrer en ligne de compte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Son histoire, le fait qu'il y a eu la Révolution. On est quasiment on est, par rapport à certains pays de l'Est qui ont eu la Révolution communiste, un des pays qui a encore du mal à se réconcilier avec cette période-là de son histoire. On a quand même coupé la tête du roi, et j'ai l'impression, et c'est quelque chose, j'ai peut-être senti un peu ça à Senlis, on ne l'a toujours pas digéré. Donc ça, c'est une réalité particulière qu'il faut intégrer. C'est la réalité française. Mais au-delà de ça, on peut avoir des principes. Par exemple, si on prend le principe liberté, égalité, fraternité, c'est autrement dit un certain nombre de principes qui sont dans la vie chrétienne. La liberté intérieure, l'égalité, c'est-à-dire le fait que devant Dieu, on a tous la capacité à accéder au bien, accéder au bonheur. Et la fraternité, on pourrait appeler ça la complémentarité et la charité qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de termes qui sont utilisés, qui ont été quelquefois un peu vidés de leur sens, qui viennent de cette tradition chrétienne qu'on a. Vous avez reçu, vous, quelle éducation religieuse? Ça s'est passé comment? Comme beaucoup de jeunes princes, la plupart des choses se passent à la maison. Donc ma mère nous a élevés dans cette perspective-là. Et puis ensuite, comme elle a élevé pendant un certain nombre d'années 5 enfants toute seule, il fallait faire vivre la famille, donc elle a travaillé, et donc nous sommes allés en pension, chez les frères des écoles chrétiennes d'abord, et puis ensuite chez les jésuites ensuite. Et donc, mais la base était là. La base était là. Et j'ai un frère et une sœur handicapés qui sont aussi le centre
névralgique de notre famille. Et ces éléments-là ont fait que voilà, l'éducation chrétienne, un peu comme l'air qu'on respire, voilà, a fait partie très tôt de ma vie et de mon expérience d'homme, de jeune, et puis maintenant d'homme. Et vous l'avez réinvesti comment, cette foi, finalement? Comment vous l'avez amené à maturité? J'ai essayé d'appliquer ces principes que j'ai reçus dans ma propre conduite, par rapport aux idées que je défends, par rapport à la façon de me comporter vis-à-vis des autres, vis-à-vis de mes frères, ma soeur handicapés, vis-à-vis de personnes avec qui j'ai étudié, de personnes avec qui j'ai travaillé. Ça, c'est une autre chose. J'ai aussi évolué avec le pape qui était Jean-Paul II, donc qui a eu tout un certain nombre de principes de vie sociale, le rôle de la famille dans cet espace-là, le fait qu'on soit plus attaché à la vie qu'à la mort, à la paix qu'à la guerre. Donc il y a un certain, vous voyez, voilà, c'est ça. Au dimanche. Voilà, oui. au dimanche plutôt que. Oui. Parce que c'est vrai que c'est une éducation, c'est vrai que ce sont des principes chrétiens, mais il y a aussi un sens. C'est pas des principes chrétiens comme ça théoriques. C'est parce que ça a un sens. Le repos du dimanche, ça permet dans la vie stressée que nous menons tous de faire un break, et puis quand on a une famille, de s'occuper de sa famille. Donc il faut revenir, on devrait revenir à des choses vraiment de base, parce que la société part un peu dans toutes les directions et pas forcément les bonnes. Vous parliez de Jean-Paul II, maintenant c'est Benoît XVI. Est-ce que c'est quelqu'un d'important pour vous? Je pense qu'il y a comme dans les traditions royales, dans la tradition de l'Église, il y a toujours une continuité qui est assez extraordinaire à observer. Où Jean-Paul II était un précurseur sur un certain nombre de principes et l'application de ces principes dans la vie sociale. Benoît XVI, en fait, clarifie un peu ça et pose un certain nombre de jalons structurels. C'est moins une tête de pont, c'est plutôt quelqu'un qui est attaché à la doctrine, et donc qui, après avoir vécu avec Jean-Paul II et d'avoir expérimenté un certain nombre de ces principes, voilà, on les assoit. Voilà, on les assoit fortement, et on les rend aussi intelligibles. Et je trouve que c'est très complémentaire. Ces deux papes sont vraiment très, très complémentaires. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer déjà, Benoît XVI? J'ai essayé, je suis allé à Rome au mois de juin de 2005, mais il ne recevait à l'époque que les évêques. Et vous voyez, on pourtant, on vous appelle Monseigneur, mais ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et donc, lui aussi, vous voyez, il s'occupe d'abord du bien de l'Église, et puis ensuite Saint-Pierre et Saint-Paul. Vous avez analysé un peu toutes les polémiques qu'il y a eu ces derniers temps autour de l'Église, du Vatican et de la personne de Benoît XVI? Alors, je ne suis pas un grand théologien, mais par exemple, dans notre mariage, on a voulu soutenir l'action que menait Benoît XVI dans l'aspect de la réforme au niveau liturgique, et de faire une messe qui corresponde à cet esprit-là. Et je pense que ça a été plutôt bien apprécié de nos invités. Puis j'ai lu quelques articles de presse, notamment dans Gala, qui disaient des messes comme on n'en fait plus, un mélange entre le Gotha européen et les princes de la République, une messe en latin, quelques centaines de badauds qui étaient là et qui se réjouissaient de cet événement. Donc voilà, on a voulu, c'est ce que je rejoins un peu la question que vous posiez tout à l'heure, d'essayer d'appliquer dans notre vie un peu ces principes chrétiens, et d'être des exemples sur un certain nombre de points. Alors, vous avez fait un drôle de choix avec votre épouse Philomena. C'est que, on va dire qu'il va y avoir 2 voyages noces. Mais alors, le premier, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, à pied, tous les 2, pendant un mois. Voilà. Quand on survit à ça, on peut se dire que le mariage est solide. J'espère. Mais pour nous, en fait,
Saint-Jacques, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est autour du chemin que nous sommes vraiment trouvés après s'être rencontrés en début d'année 2008. Nous avons marché ensemble 3 jours en mai 2008. Puis moi, je suis retourné l'été 2008. Et j'avais été très impressionné par l'expérience qu'on tire de ce chemin. Au départ, vous dites, on fait le chemin de Saint-Jacques, mais en fait, pas du tout comme ça que ça se passe, c'est le chemin qui vous fait. Ça, c'était la première chose. Et puis, on est vraiment en vérité face à soi, face à l'autre, et puis face au Seigneur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Et de le partager pendant un mois avec elle, vous en attendez quoi de cette expérience-là? Ça va vous apporter quoi à tous les deux? D'abord, comme on a été pris dans l'organisation pratique de notre mariage, ça nous permet vraiment de nous retrouver. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, ça permet de se mettre en perspective, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, on commence notre vie, il y a plein de choses qu'on n'arrivera pas à résoudre, mais on fait ce chemin ensemble, et puis on prend les choses, et l'expérience, les épreuves, les joies comme elles viennent. Et pas tout seul, à deux. Ça, c'est déjà la deuxième chose. Et physiquement, quand on marche et qu'on boit, en fait, on élimine toutes les toxines. Et alors là, vous êtes comme un bébé tout neuf quand vous avez terminé. Et puis intérieurement, vous êtes vraiment, vraiment bien. Alors c'est très joli parce que depuis qu'on a commencé cette conversation, vous faites comme tous les jeunes mariés, vous tripotez votre alliance en disant « j'ai pas bien l'habitude d'avoir un truc ici ». Il y a quelque chose de gravé dans cette alliance? Oui. On a le droit de savoir ce que c'est ou c'est secret? Non. Comme beaucoup de jeunes mariés font, nous avons gravé le nom de l'autre. Donc ça, comme c'est elle qui me l'a mis au doigt, c'est de Philomena à Jean, et la sienne, comme c'est moi qui lui ai mis au doigt, de Jean à Philomena. Alors il y a une anecdote, vous allez me dire si c'est de l'info ou de l'intox, concernant votre passage, que vous avez fait un petit bout donc, du chemin de Saint-Jacques tout seul, où vous êtes arrivé, je crois que c'était à Estaing, là où vous alliez dormir, et vous avez dit, que vous appelez, vous répondez Jean d'Orléans. Et personne n'a compris qui vous étiez, tous les autres sont arrivés, ah ben moi c'est Mathieu de Paris, et moi c'est Marie de Carcassonne. Ouais, ça m'arrive souvent. Et voilà, après la discussion se fait autour, puis il y a toujours évidemment une ou deux personnes qui vont finir par vous reconnaître. Oui, c'est ce qui est arrivé. Et la conversation s'engage. Donc c'est une info. Oui, c'est une info. Et puis ça, j'ai jamais aimé trop me mettre en avant sur les choses privées. D'abord parce que dans la rencontre, ce qui est intéressant, c'est la personne qu'on rencontre. Donc il faut faire fi de tout de toutes les couches qu'on met autour de soi ou qui se sont accumulées au fur et à mesure de l'avancée dans la vie. Et c'est ce que j'ai remarqué avec mon frère François et ma sœur Blanche, mon frère et ma sœur handicapés, c'est que chez eux, il y a la couche, en fait, ils vont à la personne. Directement. La couche, c'est pas ce à quoi ils sont attachés. Donc c'est bien de temps en temps de laisser tout ça à la maison et puis d'être Jean face aux autres. Vous parlez de votre frère et de votre sœur handicapée, dont vous semblez vous occuper beaucoup. Qu'est-ce que ça vous a appris d'avoir justement 2 personnes de votre famille, pas comme les autres? En fait, il y a différents âges. C'est quoi leur handicap? Ils ont tous les deux un handicap mental, mais qui n'est pas la trisomie. En fait, ma mère avait la toxoplasmose, et donc voilà, il y a eu, je crois que ça atteint un certain nombre de cellules, et il y a une perte d'autonomie, et il y a plus la réflexion n'est plus là, il y a un côté intuitif, mais pas un côté cartésien dans la façon d'aborder les choses. Et en fait, ce sont une frère et un sœur aîné, enfin, un frère, et une sœur aînée. Et qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces 2 êtres-là? C'est comme dans la vie, il y a différents âges. Il y a la période quand on est tout petit, on fait pas, l'autre il fait partie de l'environnement tout à fait naturellement. Ensuite, on prend conscience de qui on est par rapport aux autres. Donc l'adolescence. Et là, souvent, le regard des autres pèse fortement. Quand vous voyez le regard des autres sur François ou Blanche, ça vous choque un peu. Ça vous meurtrit?
Ah oui, pas tout le temps, parce qu'il y a des regards bienveillants, mais dans la plupart des cas, notamment dans des grands espaces comme le métro ou le bus, le regard n'est pas forcément bienveillant. Et ça peine. Mais d'un autre côté, on n'a pas envie de défendre fortement. On reste un peu en retrait. Et puis, il y a un passage dans le monde adulte où on les prend vraiment pour des adultes. Et alors là, ça disparaît. Et ça a disparu le jour où j'ai pris François un long week-end chez moi. Et je me suis occupé de lui du début jusqu'à la fin. Et puis, comme il est passionné de chevaux, on a fait toute une journée autour du cheval à Chantilly. Donc, visite du champ d'entraînement, le camp des Aigles. Ensuite, un film sur les chevaux. Ensuite, une reprise dans un manège. Ensuite, il a pu brosser un cheval. Ensuite, la visite du musée du cheval. Et puis, le spectacle d'Yves Bien-Aimé. Et puis, on est parti. Et puis, je suis rentré. Et puis, je me suis occupé comme ça de lui pendant tout le week-end. Et là, c'est le regard que j'avais à son égard, en fait, a complètement changé. Parce que je l'ai pris comme mon frère aîné et comme un adulte qui a vraiment des capacités extraordinaires et pas comme un enfant. Vous étiez quel genre de petit garçon? Très turbulent. Oh, j'aurais pas dit. Non. Non, vous avez l'air sage, posé. Non, c'est vrai, très turbulent. Oui, très turbulent. Très turbulent. On a vécu assez longtemps à la campagne, en Haute-Savoie. Et donc, c'était l'air libre, le ski, les matchs de foot le samedi, les déplacements, les entraînements le mercredi. Donc, vraiment sportif, parce que j'avais besoin de me dépenser mon énergie. Et puis, la même chose en pension. Je pense toujours. Ce côté aventurier. J'ai fait d'ailleurs dans ce cadre-là une expédition sur les traces d'un de mes aïeuls qui a découvert une île sur la côte est du Groenland. Et je suis parti sur ces traces pendant 15 jours. Vous aviez quel âge? Oh là, c'est récemment. Ah oui. Il y a 5-6 ans. D'accord. Vous n'étiez plus. C'est drôle parce qu'on parle du petit garçon et vous le reliez directement, à l'adulte. L'aspect aventure, en fait, il y a ce côté, petit garçon qui s'émerveille de tout, quoi. Ce serait quoi l'odeur de votre enfance? L'odeur qui remonte. Le maquis corse. Ça c'est tout à fait particulier. Parce qu'on a eu l'habitude de passer nos étés en Corse pendant très très longtemps, du côté de Porto Vecchio. Et ça, dès que je sens ça, alors c'est la Madeleine de Proust. Tous les souvenirs reviennent. Et puis ce côté vraiment liberté. Ce côté liberté avec peu d'horaires, où on se promène en maillot de bain, en sandales et en t-shirt pendant toute la journée. Quand on va faire les courses, on met une petite chemisette à la place du t-shirt. Et puis voilà, quoi. Mais alors ça, c'était... et puis la plongée, la planche à voile, enfin, c'était vraiment le rêve. Là, c'est l'enfance de tout petit garçon, finalement. Mais quand on est, malgré tout, avec un titre, quand on est prince, est-ce qu'il n'y a pas des habits comme ça, un petit peu trop grands, dont on se dit, voilà, j'ai toute une vie pour rentrer dans ces habits-là, et même si c'est un peu large aux épaules, je vais finir par les intégrer. Est-ce que c'est pas pour ça, finalement, que vous avez pris le temps de faire de longues études, que vous avez pris le temps de faire un détour par le monde économique, le monde des affaires, du conseil et de la banque, pour finalement, aujourd'hui, pleinement intégrer le costume qui avait été taillé pour vous le jour de votre naissance? Oui, c'est vrai, il y a un peu de ça. Je pense que les longues études, mais c'est à la fois ce côté-là et puis l'état d'esprit. J'ai toujours aimé, en fait, découvrir un peu les choses. C'est pour ça que j'ai commencé par la philo. Et ça m'a vraiment vous savez, l'esprit s'éveille aux choses, à la philosophie humaine, à la philosophie scientifique, à la métaphysique, même aux questions religieuses, à la nature. Et donc, on est vraiment intellectuellement sans cesse dans une stimulation. Voilà, une stimulation. Aussi, ce côté remise en question. On parlait tout à l'heure de la crise. Je pense qu'une des causes aussi de la crise, c'est
on se remet peu souvent en question. Et on remet peu souvent les modèles en question. Les Américains ont ça de très fort. En fait, ce qu'ils appellent le brainstorming, c'est-à-dire cette capacité à aller regarder dans une direction complètement à l'opposé de ce dont on a l'habitude de faire. Et moi, je suis un peu comme ça. Et c'est pour ça que j'ai fait ce parcours assez long. Par peur aussi, honnêtement? Non. Quand on essaie de l'analyser comme ça, de manière inconsciente. Hein. Non, pas par peur. Pas par peur. Peut-être aussi peut-être un peu par volonté de satisfaire quand même. Peut-être par volonté de satisfaire certaines exigences, vous évoquiez familiales, qui se traduisent par la volonté de mon grand-père qui souhaitait que je fasse une partie de mes études aux États-Unis. Mais j'avais d'abord envie vraiment de faire quelque chose pour moi. Et après, j'ai fait quelque chose pour... Mais je regrette pas parce que tout ça, finalement, ça me sert. La philo, ça me sert à réfléchir. Le droit, ça me sert à écrire un papier et à voir ce qu'on appelle le parallélisme des formes pour préparer un entretien, par exemple. Le parallélisme des formes, vous m'en dites 2 mots? Oui, parce qu'en droit, vous faites toujours, vous avez votre introduction, petit a, grand 1, petit a, petit b, grand 2, petit a, petit b. Donc, vous voyez, vous avez... c'est très cartésien, en fait. Très schématique, oui. Voilà, très schématique. Mais ça permet tout de suite de cadrer un peu une pensée qui peut partir un peu à droite et à gauche. Donc vous, c'est comme ça que vous analysez un petit peu, oui. c'est votre porte d'entrée pour l'analyse. C'est ma façon, après la synthèse de la philosophie, l'analyse du droit, et puis le MBA, c'était pour appréhender un peu la réalité économique et me préparer à mon métier. Finalement, c'était bien que vous vous mariez avec Philomena, qui elle est plus dans le lâcher-prise et qui vient... qui vient peut-être détendre un petit peu cet homme trop sérieux. Absolument. Oui, en plus, là-dessus, on est vraiment très complémentaires. Très complémentaires. Moi, j'anticipe. Elle prend plutôt les choses comme elles viennent. Je suis plutôt réfléchi. Elle est plutôt spontanée. Mais finalement, on a le même fond. Et c'est là-dessus qu'on se retrouve. Donc, le même fond et de caractères différents. Et c'est vrai que depuis qu'elle est là, vraiment, je découvre un peu plus la vie et je me dis elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Et je me mets moins dans la perspective justement de ce devoir de remplir un habit qui peut être un peu trop large. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à une certaine maturité aussi. Il n'y a plus la pression de devoir fonder une famille parce que ça va arriver. Enfin, j'imagine que c'est ce vers quoi vous tendez. Donc ça décentre un petit peu aussi de la carrière, un petit peu. D'autres choses. Mais voilà, on n'est plus, là aussi, on n'est plus tourné vers soi-même. L'autre rentre en ligne de compte et ça apporte un souffle nouveau, ça apporte de la jeunesse, ça apporte... je crois que je suis plus relax. Alors, vous vous intéressez aussi à la protection de l'environnement. C'est d'ailleurs un des 4 objectifs que vous vous êtes fixé avec... C'est une association ou une entreprise, Jean de France? Alors, Jean de France, c'est une association. C'est une association, c'est bien. Mais derrière, j'ai monté une entreprise qui reprend un peu ces thèmes-là. Et qui sont des thèmes que j'ai mis en avant suite à quasiment 10 années de rencontres que j'ai faites en France et à l'étranger. Des déplacements que j'organisais dans une région particulière pour vraiment en appréhender la réalité à la fois sociale, économique, culturelle. Donc c'était une région en France, c'était une région à l'étranger, la Louisiane par exemple, le Liban, la Tunisie. Et de ces rencontres sont nés ces 4 thèmes sur lesquels j'étais sollicité régulièrement. Donc vous parliez de l'environnement. L'aspect culture, donc autour du patrimoine et de l'histoire. Ce que j'appellerais l'économie sociale, ça vient d'une des formations que j'ai reçues quand je faisais de la philosophie. C'est comment placer l'homme à l'intérieur de la vision économique, et notamment toutes ces entreprises familiales qui sont très fortes sur ces aspects-là des choses. Et qui sont souvent des entreprises qui tiennent le coup parce que justement, au-delà de l'aspect mercantile, il y a vraiment une vision de l'homme. Une recherche d'aide à la personne. Absolument. C'est Michelin, c'est
les grandes entreprises de distribution, Auchan, etc. C'est des petites et moyennes entreprises comme on en trouve partout dans notre paysage français. Et c'est vrai que c'est important. Et puis la dernière thématique, ce que j'appellerais la francophonie, mais ça recouvre les questions linguistiques et d'éducation. Parce qu'une langue, en fait, une langue a son poids culturel fort dans la façon dont elle est, parce qu'elle reflète un état d'esprit, elle reflète une pensée. Et donc, pour ces 4 thèmes majeurs, qui n'excluent pas d'autres thèmes d'ailleurs, vous vous organisez en tant que conférencier, c'est bien ça? Alors, d'abord, je fais tout un certain nombre de rencontres des acteurs dans ces domaines-là qui me permettent d'avoir une vision plus précise de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, des points sur lesquels moi, avec l'expérience que j'ai, mais aussi un certain nombre d'activités que je mène, notamment dans l'aspect environnement, j'ai la chance de pouvoir gérer une forêt familiale qui met en avant justement ces principes de gestion durable. Ça, c'est un élément qui va probablement, dans les années qui viennent, intégrer toutes les réflexions qui se font sur les énergies renouvelables dans la façon dont on gère notre forêt. On le fait déjà, par exemple, avec le chauffage de notre maison forestière qui se fait avec ces machines qui brûlent à haute température les copeaux de bois et qui, avec un système de soufflerie, permettent et circuit fermé, de chauffer l'intérieur d'une maison, justement avec une énergie qui est renouvelable d'une part, très peu polluante, et puis avec peu de rejets, soit en cendres, soit dans l'atmosphère. Ce qui vous intéresse aussi beaucoup, c'est de mettre les liens, enfin les personnes en lien les unes avec les autres. Vous êtes un homme du lien, un homme du contact, de la parole. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc là, la conférence permet de faire ça. Parce que sur l'aspect, par exemple, patrimoine, elle permet de mettre une lumière particulière sur un patrimoine, sur un personnage, sur un lieu. Et puis derrière, vous évoquiez en début d'entretien l'aspect mécénat, de faire en sorte que ce ne soit pas un patrimoine mort, mais que ce soit quelque chose de vivant. C'est-à-dire qu'à travers la restauration, par exemple, si on prend le château de Compiègne, il y a un théâtre Louis-Philippe, avec une mécanique de décor tout à fait exceptionnelle. Et donc, si on restaure ça, ça permet ensuite de comprendre l'aspect technique, la façon dont on fait ces décors, la façon dont on arrive à les faire bouger sur scène. Ça permet aussi d'éduquer les plus jeunes et de les éduquer à l'art et de leur montrer qu'il y avait des techniques tout à fait particulières. Donc il y a vraiment, c'est un tout, c'est vraiment un tout. C'est vraiment le sang du duc d'Aumale qui coule en vous, lui qui a rénové Chantilly. Il nous reste 3 grosses minutes, 3 minutes avant de terminer cette émission. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, pour l'avenir de la France? Vous, en tant que prétendant au trône, qu'est-ce que vous aimeriez? Comment vous aimeriez que les choses se passent? Je pense qu'il y a à plusieurs niveaux. D'un point de vue social, je pense qu'il faut absolument qu'on change nos comportements. On est devenu une société très égoïste et où l'autre n'a pas vraiment sa place. Et maintenant, ça touche un peu nos élites. Il faudrait tous les envoyer brancardiers à Lourdes, comme vous avez soit fait brancardiers en à 2004. Lourdes, soit d'avoir une attention un peu plus particulière aux plus démunis, aux plus défavorisés, sans avoir besoin de rentrer dans des débats d'idées qui font que, au nom de ça, on casse tout ce qu'il y a d'établi. Je pense que ça, c'est pas une solution. Ça, c'est une première chose. Je le vois, par exemple, quand on utilise un certain nombre de transports en commun. Finalement, la personne n'est préoccupée que par elle-même et par son espace. On a du mal à vous imaginer dans les transports en commun. Et quand l'espace, il a fallu que j'utilise des transports en commun pour aller à mon lieu de travail. Et comme je suis très philosophe et très observateur, ça me renseigne un peu sur la façon dont on est et dont on se comporte vis-à-vis et au milieu des autres. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est au niveau de nos élites,
de pouvoir mener un projet politique qui fasse aimer notre pays. Aujourd'hui, on a envie d'apprendre le chinois, on a envie de découvrir le Moyen-Orient, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'intéressent à notre pays parce qu'on ne sait plus, voilà, on ne sait plus susciter l'intérêt. Et on ne sait plus susciter l'intérêt parce qu'il n'y a pas de projet politique avec une idée particulière. Et la troisième idée, éventuellement, pour la France, ce serait? Et la troisième idée pour la France, ce serait, je dirais, la famille. Je pense que parce qu'elle est la première cellule où on a à la fois l'aspect personne individuelle et l'aspect vie commune. Et c'est une cellule qui est nécessaire. C'est une cellule qui est nécessaire à notre vie, à notre vie sociale. C'est une cellule qui est nécessaire à notre relation à l'autre. C'est une cellule qui est nécessaire par rapport à la composition, hommes, femmes, plus âgés, plus jeunes. Donc il y a vraiment, tout est en puissance. Et on parlait tout à l'heure de la crise, et puis c'est un sujet actuel, d'un point de vue, cette capacité d'entrepreneuriat qu'on a en France. Et il y a beaucoup de personnes maintenant que je connais qui étaient dans le monde de l'entreprise, dans des grandes sociétés, et qui recherchent finalement quelque chose d'un peu plus... avec plus d'appétit, avec un peu plus d'intérêt, de recherche. Et beaucoup montent leur société et ensuite font appel à d'autres et construisent finalement un cadre qui peut être aussi un exemple pour un projet politique et social plus large. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous à KTO pour partager quelques instants avec vous. On a appris à mieux vous connaître. Vous transmettrez toutes nos félicitations à l'heureuse mariée. Je lui dirai. Et puis bon courage sur les routes de Saint-Jacques. Il faudra penser à des vacances un petit peu plus reposantes. Un peu plus tard. Juste derrière, peut-être. Tout à fait. Merci beaucoup, Prince Jean. Au revoir. Au revoir.